18h38, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1. On est toujours avec Driss Ghali, avec Vincent Hervouet et Geoffroy Lejeune. On accueille Pierre Botton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un homme d'affaires, ancien détenu. Vous avez passé 602 jours en prison. Vous allez nous raconter cela dans 7 maisons d'arrêt différentes. On va évoquer votre expérience à la lumière de ce qui s'est passé pour ces agents de la pénitentiaire qui ont été abattus dans l'heure hier pour l'évasion d'un détenu qui était dangereux, qui avait un très long pédigré judiciaire. J'aimerais juste qu'on revienne sur l'opération qui a été menée dans les prisons aujourd'hui, prison morte évidemment, menée par les agents de la pénitentiaire. On fait le point avec Tancrède Guillotel et je vous passe la parole ensuite. Tête baissée, devant un drapeau en berne, ce matin, les agents pénitentiaires ont respecté une minute de silence pour rendre hommage à leurs 2 collègues décédés hier dans l'attaque d'un fourgon au péage d'Incarville dans l'Eure. Au centre pénitentiaire de Caen, à la prison de la Santé à Paris ou encore à Gradignan en Gironde, plusieurs centaines de surveillants pénitentiaires ont même bloqué leurs établissements pour une journée prison morte. Bruno Brasme, du syndicat Une FAP, Une Sa Justice à Caen, témoigne de leur mal-être. L'émoi est présent pour tout le monde, tout le monde. On part du surveillant jusqu'au chef d'établissement. Tout le monde est en émoi, quoi. De la tristesse, mais également de la colère pour le personnel pénitentiaire qui alerte sur la dangerosité du métier. La profession demande notamment des solutions face à la surpopulation carcérale, mais aussi la réduction des extractions judiciaires. L'intersyndicale a été reçue cet après-midi par Éric Dupond-Moretti. Emmanuel Baudin, du syndicat FO pénitentiaire, assure qu'elle a été entendue. Il y a des annonces importantes et rapides qui vont pouvoir être mises en place au niveau de l'armement, des équipements, véhicules, des choses qu'on avait demandées. On a été entendu sur ce sujet. On va avoir, vous savez, développer, réduire les extractions judiciaires et pouvoir augmenter les visios, déplacer les magistrats. Là aussi, le sujet est lancé. L'intersyndicale a annoncé maintenir les mouvements sociaux sur les établissements pénitentiaires dans l'attente des décisions prises par le ministère de la Justice. Elles devraient leur être transmises demain matin. Voilà pour ce qui s'est passé dans les prisons aujourd'hui. Pierre Botton, je vous ai entendu très ému ce matin chez Pascal Praud. Oui, je suis très ému parce que j'ai beaucoup de respect pour les surveillants. Il faut dire qu'il y en a un qui m'a sauvé la vie. Littéralement. Oui, tout à fait. J'étais pas bien, comme ça peut arriver en prison. Et contre tous les règlements, il a ouvert la porte de la prison le soir et il m'a permis de parler et tout ça. Et donc, il s'appelle Charles Roche, d'ailleurs, je peux le nommer. Et j'ai beaucoup de respect pour cette profession qui est complètement lâchée par sa hiérarchie. C'est, quand je dis que c'est de la chair à canon, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils sont envoyés au front avec une population pénale qui est de plus en plus difficile, mais très très difficile. Plus violente ? Mais de plus en plus violente ? Mais moi, ce que j'ai vu et ce que j'ai raconté dans le livre, c'est juste hallucinant, Madame Ferry. Et malheureusement, évidemment, comme j'ai un passé judiciaire, on m'écoute pas forcément. Vous voyez, je veux dire, parce que vous êtes ancien détenu. On se dit, je suis ancien détenu parce qu'on dit voilà. Mais ce que je dis souvent, je suis pas en train de vous expliquer comment vous allez remplir votre déclaration d'impôt. Je suis en train de vous expliquer ce que j'ai vécu, Madame Ferry. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu pendant des jours et des jours et des jours. C'est-à-dire la drogue de partout. La drogue de partout. De partout. Les téléphones. J'ai vu Monsieur le garde des Sceaux dire qu'il avait fait une opération cellule net. Il a dit on a récupéré 117 téléphones. Vous savez combien ils en ont retiré l'année dernière, l'administration pénitentiaire ? 40 000. Juste l'année dernière. 40 000. Il y en a de partout. La violence de partout. La corruption, madame. Vous savez ce à quoi sont soumis ces surveillants ? Vous savez ce que c'est que de se faire cracher dessus 3, 4, 5 fois ? Par jour. Oui. Et puis il y a une organisation au sein une organisation. Je vais vous raconter une petite... Parallèle, une organisation parallèle. Mais il y a une organisation, tous les détenus se connaissent. Donc si vous voulez, s'ils prennent un surveillant en chasse, ils le suivent de bâtiment en bâtiment et le gars, il peut pas résister. Je vais vous raconter des scènes que j'ai vécues, madame. Je les ai vécues. Pierre Botton. Quand on se promène, on a une carte. Le gars n'avait pas sa carte. Donc le surveillant lui dit, il faut votre carte, elle est où ? En cellule. Vous pouvez la chercher ? Non. Vous pouvez aller chercher votre carte, s'il vous plaît ? Non. Tu m'ouvres ou ta bagnole, elle crame ce soir ? Et le pire, c'est que la bagnole, elle crame le soir. Donc qu'est-ce que vous faites le deuxième soir ? Mais madame, je vais vous poser une question. Vous êtes capable de trouver 5 personnes pour vous accompagner, pour vous sortir de tôle avec des mitraillettes ? Ils ont été élevés avec ça. Tout a changé. On parle des extractions judiciaires. Moi, je veux bien. Et la drogue en prison, on en parle ? Pourquoi on ne met pas les chiens ? Pourquoi on ne met pas des chiens renifleurs qui viennent dans les cellules ? Parce qu'on ne veut pas trouver la drogue. Mais parce qu'on ne veut pas la trouver, madame. On est d'accord, c'est ce que je vous dis. On ne veut pas la trouver. On achète. Et qu'est-ce qui rentre avec la drogue ? L'argent.
L'argent. Et je vous assure, je suis triste pour cette famille de surveillants comme vous n'avez pas idée. C'est tellement horrible. C'est tellement horrible. Ils ne méritent pas ça, les surveillants. Ils ne méritent pas ça. Mais ils sont totalement lâchés par leur hiérarchie, qui s'en fout. Surtout pas de vague. Et dès qu'il y a une vague, vous savez, très souvent, j'emploie cette expression, je dis que la pénitentiaire, c'est l'école avant l'arrivée d'Attal. Malheureusement, il est reparti, Belloubet est revenu, donc j'ai peur qu'on ait les mêmes résultats que quand il était à la justice. Mais c'est exactement ça. Et donc, c'est surtout pas de vague. Et dès qu'il y a une vague, on coupe la tête de celui... Je vais raconter une autre anecdote. Pierre Boton, allez-y. Je suis mis en danger par des gens qui n'aiment pas que je conteste l'appel à la prière le matin. Ok, dans la prison. Oui, dans la prison. Vous êtes détenu. À 5h du matin, je trouve que c'est pas normal et tout ça. Je suis appelé par la direction qui me dit, Monsieur Boton, qu'est-ce que vous... D'abord, vous révélez dans un de vos courriers l'appel à la prière, pas du tout ça, un courrier, parce qu'on lisait mon courrier, et on me dit, mais vous révélez ça, est-ce que vous pouvez me dire dans quelle cellule c'est? Je dis, vous plaisantez. Oui. Non mais vous plaisantez, le gars il a des baffes comme ça, toute la prison l'entend, vous savez pas, et en plus vous allez moi me transformer à... Mais certainement pas. Et qu'est-ce que vous envisagez? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous envisagez? Je suis détenu, hein, madame. Vous êtes détenu. Je suis détenu, on me pose la question, qu'est-ce que vous envisagez? Et je dis, expliquez-moi, est-ce que vous allez demander votre transfert? C'est-à-dire, c'est exactement comme dans l'école. On préfère vous transférer. Voilà. Il faut surtout rien dire. Il faut surtout ne rien dire. Et c'est exactement ce qui se passe. Et les surveillants sont confrontés à ça, madame. Ils sont confrontés à... Et je le dis, dans mon livre, malheureusement, je dis, enfin, est-ce qu'on voit ce qui se passe? La République est attaquée, mais quand c'est une gamine qui est dans sa chambre d'école et qui, suite à un règlement de compte, elle est descendue, la République, elle n'est pas attaquée là. À Marseille. Elle n'est pas attaquée là. Quand c'est un gamin de 11 ans sur un parking à Nîmes, elle n'est pas attaquée. Mais où on est? Là, aujourd'hui, un gars dans le 20e. C'est tout le temps. Et j'écris dans mon livre, je leur dis, attention, ça va toucher dans toutes les toutes petites villes. Parce que excusez-moi, je les appelle comme ça, même si je vais choquer ces gamins. Parce que c'est des gamins. Ils n'ont plus... Ces tueurs-là, c'est des gamins, vous croyez, Pierre Boton? Mais c'est des gamins, oui, bien sûr. C'est des gamins élevés dans la violence depuis le début. Moi, j'ai été avec eux. Des tueurs nés. Non, mais Madame Ferry, j'ai été avec eux. Ces gars-là, moi, j'arrivais à faire en sorte qu'ils me respectent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu d'image de père. Leur seule image qu'ils ont eue, c'est la violence. Ils ont été élevés avec des couteaux, on leur offre des couteaux à 14 ans, avec des kalachnikovs, avec ça. Ils ont été élevés avec ça. Donc je vous dis, ils n'ont la vie oubliée. Et moi, ils me disaient, Pierre, si je me fais arrêter, ils ne m'arrêteront pas. Hein. Pourquoi? Kalachnikov. Ils vont répondre à la kalash. C'est exactement ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce qui se passe. Et ça va être de plus en plus. Vous pensez quoi? Vous pensez que vous allez enfermer un mec pendant 30 ans? On dit qu'il faut mettre les peines. Vous allez l'enfermer pendant 30 ans et qu'il va se laisser enfermer pendant 30 ans? C'est-à-dire qu'il tentera tout? Mais bien sûr. Mais vous avez des... vous voyez, Mme Ferry, ce qui me surprend, c'est que j'ai l'impression que je dis des choses et que les gens découvrent. Enfin, le gars qui est parti en hélicoptère, il est parti en hélicoptère. Mais vous le dites depuis longtemps, ça, Pierre Boton. Mais oui, je le dis. Mais personne ne veut l'entendre. Personne ne veut entendre parler des prisons dans notre pays. Je ne sais pas pourquoi. C'est sans doute lié à ma personnalité, à la façon de le faire. Je ne sais pas. On est toujours responsable de quelque chose. Donc, si vous voulez, c'est sans doute lié à la façon dans laquelle je le fais. Mais je dis aux gens, je vous en supplie, prenez-en conscience. Et je dis vraiment aux surveillants. Oui, attendez, vous savez qu'ils ne pouvaient pas recruter. Hein. Oui. Ouais, parce que qui, pour 2000 € veut se faire descendre? Alors là, c'est fini. Hein. Avec ce qui vient de se passer, c'est fini. Plus personne n'ira dans la pénitentiaire. Donc, on ne s'attaque encore une fois, on ne parle pas du vrai problème. Il y a un autre sujet que vous abordez et qui va rejoindre une des préoccupations de Driss Ghali. Ce que vous dites qu'il y a un autre vrai problème en prison, c'est la radicalisation, qui transforme des petits délinquants en terroristes. Ça, vous l'avez vu à l'œuvre dans les prisons françaises. Ouais. Mais alors, je veux pas qu'on... Vous savez, parfois je m'exprime mal. Il ne faut pas confondre la délinquance et l'islam. L'islam n'a rien à voir avec la délinquance. Je veux vraiment être clair avec ça. Et vraiment, c'est super, super important. Maintenant, j'ai vu... Vous savez, on est perdu. Oui. Quand vous êtes en prison, on est perdu. Je veux juste parler de mon cas personnel. Moi, madame, je suis devenu très, très croyant en prison. Alors que j'ai vécu un drame horrible. Je suis devenu très, très croyant en prison. Sous l'égide de quelqu'un qui m'a guidé. Mais heureusement,
Cette personne-là ne m'a pas dit d'aller tuer des gens, je ne l'aurais pas fait. Mais vous voyez, donc, il faut comprendre ce qui se passe, il faut comprendre ce qu'est la prison. Donc, évidemment, ils tombent sur des mauvaises personnes qui... Je vais vous donner, excusez-moi, juste 2 choses. Quand ils arrivent, moi, j'étais incarcéré au QB4, c'est ce qu'on appelle quartier VIP, sous les arrivants. Il y a les 2 premières questions d'un détenu qui arrive, c'est celle-ci. Allô, il y a quelqu'un du 9-3 ? Il y a quelqu'un du 9-4 ? Ouais, je suis du 9-4. Balance une cité, n'importe laquelle. Ah ouais, tu connais machin ? Ouais, je le connais, ok. Première question. Donc immédiatement, il se retrouve. Deuxième question. Où est-ce qu'il faut que je me tourne pour faire la prière ? Voilà. C'est ça, les 2 questions qu'on madame, en prison, Pierre Boton. Voilà, c'est ça. Et donc, si vous tombez sur la mauvaise personne, eh bien, vous pratiquez une mauvaise religion. L'islamisme et le terrorisme. Driss Ghali, peut-être une réaction à ce qu'on vient d'entendre de la part de Pierre Boton. Écoutez, c'est très frappant. Puis vous avez la légitimité du terrain. Ce n'est pas votre personne qui est le problème. Ce sont les écouteurs, les gens à qui vous adressez, les responsables politiques qui ne veulent pas écouter. C'est ce que j'appelle la monstruosité des bien-pensants. Ils alimentent tout ça. Ils ont les mains sales du sang au péage d'Incarville, parce qu'ils ont permis ça, vous le dites très bien, avec toutes les lâchetés que vous avez décrites en prison. Ils ne veulent pas sortir de leur rêve éveillé qui leur permet de nous gouverner et de nous traiter d'extrême droite dès que nous disons la vérité. Sur l'islam, en tant que musulman pratiquant qui fait sa prière, je ne peux pas en vouloir à un délinquant qui se convertit à l'islam, pourquoi pas, qu'il soit musulman d'origine ou français d'origine. Moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est que le silence abyssal, absurde des autorités musulmanes en France par rapport à la cohabitation entre le deal et l'islam. Et il n'y a pas plus anti-islamique que le deal, ou que le rodéo urbain, ou que les agressions. Malheureusement, il y a une ligue du déni, je dirais, chez les élites françaises, et il y a une ligue de l'hypocrisie chez nos responsables musulmans. Je ne les mets pas tous dans le même sac, je ne les connais pas très bien, mais je n'ai jamais vu quelqu'un dire aux jeunes de banlieue, la drogue, ce n'est pas islamique. Je n'ai jamais entendu ça. J'entends la baya, j'entends le voile, j'entends laissez-nous faire le ramadan, mais je n'entends pas dire la cocaïne, ce n'est pas islamique. Et Pierre Boton, donc il y a tous ces problèmes mélangés dans les prisons qui sont surpeuplées aussi. Donc, ce sont des enfers Madame Ferrari, absolus. On est devant un truc incroyable. On dit qu'il faut construire des prisons. Moi, j'entends ça depuis 15 ans. Il faut construire des prisons, il faut construire des prisons. Il faut 20 ans pour construire une prison, 10 ans, 15 ans, peu importe. Il monte à tout le monde, y compris au président de la République, d'ailleurs. Mais madame... Qui ment, Pierre Boton ? L'administration pénitentiaire. Okay. L'administration pénitentiaire. Vous savez, il y a des gens qui sont très, très puissants. La TIGIP, qui s'occupe du travail. Il y a une institution qui s'occupe des prisons. Peu importe. Madame, on a été capable, pour les Jeux Olympiques, de supprimer toutes les procédures, tous les recours administratifs pour construire des stades olympiques. On n'est pas capable de le faire pour les prisons. On me dit, oui, mais alors pour les familles, pour aller loin, ça va être loin et tout ça. Et FaceTime. Mais moi, je préfère parler 10 fois à mes enfants par FaceTime que plutôt qu'elles viennent me voir en prison. Parce que le parloir était épouvantable. Et vous pensez quoi, madame ? Vous ne pensez pas qu'il y a des territoires totalement isolés qui seraient contents d'accueillir les prisons ? Et puis l'autre chose, madame, où je rejoins les surveillants, il ne faut pas faire des prisons pour tout le monde. Il ne faut pas oublier une chose. Là, quand on voit ça, évidemment, c'est horrible. Et c'est vraiment horrible. Mais il y a 90% des détenus, vous laissez la porte ouverte, ils ne sortent pas. Hein. Ils ne sortent pas ? Mais non. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas envie de sortir, ils veulent finir leur peine et puis ciao, au revoir. Je vous assure que c'est vrai. Donc ceux qui veulent s'évader, c'est une partie. Ceux qui sont dangereux, mais attention, 10% sur 77 000, ça fait 7 000. C'est beaucoup, hein, avec des moyens très importants et avec une violence inégalée. Il ne faut pas confondre le gars qui se bagarre en cours de promenade que le gars qui est capable de prendre des calages, que ce qu'ils sont en train de faire. Mais madame, on peut faire des prisons très légères, on peut les construire en 18 mois. Où est la volonté politique ? Où est la volonté politique ? Si on veut, on peut. Et le très bon exemple que je donne, c'est ça. C'est demain, si le garde des Sceaux veut, il dit, OK, on prend 3 chiens, on les met à la prison de Fresnes et on va trouver le truc. Et hop, on recommence le lendemain. Ils ne veulent pas ça. Ils laissent ça parce que ça les arrange. Mais ça ne va pas arranger les Français, madame. Ça ne va pas arranger les Français parce qu'on le voit aujourd'hui, et malheureusement, je l'ai écrit, on le voit aujourd'hui, la délinquance violente arrive. Faudra-t-il qu'elle arrive dans le 16e arrondissement, dans le 8e arrondissement et dans le 7e arrondissement pour qu'on comprenne ce que je suis en train de dire. Quand on tue une étudiante qui est dans sa chambre à Marseille, dans un quartier pauvre, on s'en fout.
Je suis désolé, on s'en fout. Quand ça va être l'étudiant de quelqu'un qui habite le 8e et qui va être... Parce que eux aussi, ils dealent. Eux aussi, ils dealent. Eux aussi, ils consomment de la drogue. Il ne faut pas croire que la consommation de drogue, c'est devenu un fléau, madame. Tous les milieux, évidemment. Tous les milieux. Geoffroy Lejeune, une question peut-être. Pierre Boton. J'ai une question. Votre témoignage, il est à la fois édifiant et moi, il me met très en colère parce qu'en effet, on a le sentiment que rien n'est tenté. Et par rapport à ce que vous disiez au début de votre intervention sur le rapport de force complètement inversé entre l'administration pénitentiaire et les détenus, qu'est-ce que vous, qui connaissez bien le sujet de l'intérieur, vous feriez pour que l'ordre règne en prison, tout simplement? Déjà, et vous venez de le dire, madame. Monsieur, excusez-moi. Vous êtes, excusez-moi, mais c'est juste du bon sens. Vous êtes dans un local fermé. Ouais. Dans lequel, normalement, un établissement fermé, dans lequel, normalement, on doit faire respecter la loi. La loi n'est respectée nulle part. Vous trouvez ça normal? C'est difficile. Mais attendez, si c'est difficile à faire respecter dans une prison, je veux pas prendre mon cas personnel. Pour moi, quand j'étais incarcéré, on l'a fait respecter. Hein. Un oreiller de plus, j'avais pas le droit. Une couverture de plus, j'avais pas le droit. J'étais fouillé, ma cellule fouillée toutes les semaines. Moi, fouille à corps toutes les semaines. Donc quand on veut, on peut. Je ne le reproche pas, c'est les règlements. C'est pas le cas pour tout le monde? Non, bien sûr que non. Ah ouais. Mais moi, je peux pas. D'ailleurs, les surveillants étaient très gênés. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les surveillants. Les surveillants étaient très gênés. Ils me disaient, Monsieur Boton, je suis désolé, c'est encore vous. Excusez-moi, je sais que je vais rien trouver, mais bon. Vous êtes le seul sur lequel on ne trouvera rien. Pourquoi ça? Parce que si vous voulez, si jamais ils contrôlent un gars qui a quelques moyens à l'extérieur et qui les fait suivre, ça va pas se passer tout à fait de la même façon. Mais vous savez, j'ai entendu tellement de choses que je me limite à certaines choses. Parce que si je disais la réalité de ce que j'ai entendu et dont je visualise tous les jours, les effets et la réalité. Il y a des choses que je ne croyais pas quand j'étais incarcéré. Il y a des choses que des détenus m'ont dit que je ne croyais pas quand j'étais incarcéré. Je vous l'avoue, Laurent. Je pensais que ces gens-là étaient des gens qui racontaient des histoires. Mais tous les jours, je vois que c'est la réalité. Il y a un magistrat qui dit que la corruption envahit. Et Madame Ferrari, la corruption, elle n'envahit pas que les surveillants. Elle n'envahit pas que les surveillants. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Elle envahit les magistrats? Je ne sais pas. Moi, je regarde l'actualité comme tout le monde. Il y a une magistrate qui a été en Corse. Il y a un maire, il y a une maire qui a à Avallon, je crois, qui a été en prison. Il y a un directeur de prison qui a été pris pour corruption. Voilà. Donc je ne fais que lire l'actualité. Moi, vous savez, je ne parle que de ce que je vois. Et tout ce que je vous raconte, je l'ai vu. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis un jour... la dernière. La dernière. Je suis un jour au service médical, il y a un surveillant qui est là, et il me fait, vous savez, Monsieur Boton, je vous ai connu il y a 25 ans, les choses ont beaucoup changé. Ah bon? Oui, maintenant, c'est les détenus qui protègent les surveillants. Je dis, c'est rigolo, vous avez fait une erreur, vous avez inversé. Elle me dit, non, je n'ai pas inversé, Monsieur Boton. Aujourd'hui, c'est les détenus qui protègent les surveillants. Voilà où on en est. Il faut agir vite, parce que ça va remonter dans tous les territoires, madame. Vous allez faire Marseille, ça va remonter dans les campagnes, dans nos campagnes. Et nos enfants. Nos enfants. Témoignage édifiant de Pierre Boton. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci Geoffroy Lejeune, Vincent Hervouet et Driss Gali. Dans un instant sur Europe 1, c'est Pierre de Villeneuve qui vous attend. Bonsoir Pierre.